Bon, nous allons débuter, si ça ne vous dérange pas trop. Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette activité offerte par la section FMD TDM. Mon nom est Patrick Carpentier, responsable des communications et des projets à la Fédération. Sans plus tarder, je cède la parole à Sophie Saint-Pierre qui va vous parler de l'activité d'aujourd'hui. Mon Dieu, c'est gentil. Salut, bonjour tout le monde. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve ce midi pour l'activité de la section de traitement documentaire et métadonnées, la FMDOC. Donc, on voyait ça aujourd'hui plus comme une table ronde échange. On est chanceux, on a 3 personnes de la BANQ avec nous qui vont nous parler, eux, qui ont mis en place les jeux de société, plus sur l'aspect traitement intellectuel et physique. On a Jean-François Chartrand, qui est bibliothécaire à la direction de la collection de la Grande Bibliothèque. Patrick Trépanier, chef de service de l'accès à la collection de la Grande Bibliothèque, et Ludwig Dubé, qui est coordonnateur du traitement documentaire à la direction de la collection de la Grande Bibliothèque, qui est aussi le président de notre section-là de la Fédération, notre section-là, traitement documentaire et méthodologie. Alors, voilà. On voyait la table ronde environ 45 minutes. Les autres vont faire une présentation peut-être plus condensée. Peut-être garder vos questions pour la fin parce qu'on veut garder quand même une portion assez généreuse pour les questions, les échanges. Puis, par la suite, on garderait 15 minutes là, pour procéder à l'élection de 3 membres pour le comité exécutif de la section. Donc, voilà. Ludwig, je te cède la parole si vous voulez débuter. Merci beaucoup, Sophie. C'est très gentil. Alors, comme Sophie a dit, dans le fond, on va vous recommander de garder les questions pour la fin. Ça va être plus facile pour nous, surtout qu'avec, on va démarrer la présentation. Ça va être plus difficile de voir, de suivre en temps réel les mains levées, mais on a gardé beaucoup de temps à la fin pour discussion, échange. Aussi, dans le fond, si jamais il y a des questions sur lesquelles on n'a pas le temps de s'attarder, on va aussi donner des coordonnées pour qu'on puisse être rejoint éventuellement. Donc, je vais démarrer la présentation sous peu. Ici. Quelqu'un se souvient de la clé de fonction pour lancer un diaporama? Je l'ai ici. En bas. Hein? Oui, en bas ici, c'est ça, effectivement. Parti du début. Et voilà. C'est parti. Bon, je vais commencer. Donc c'est moi, Patrick Trépanier, qui est le chef de service d'accès à la collection. Rapidement, mon rôle aujourd'hui, ça va être de vous présenter tout ce qui a trait un peu à la gestion de l'implantation de ce type de collection-là pour BANQ. Je vais essayer vraiment de faire ça rapidement et rendre ça digeste pour vous. Tu peux passer à la prochaine, Lily. Donc, rapidement, 5 points. En fait, le plan de présentation, je vais vous parler du développement de la nouvelle collection. Après ça, Jean-François va vous parler justement de la description de l'indexation de classification. Et Ludwig va finir avec la partie préparation matérielle. Donc, en 5 points rapides, la nouvelle collection ou comment offrir le meilleur service à nos usagers, définir les parties impliquées dans le lancement d'une nouvelle collection, une nouvelle approche, question de budget pour une nouvelle collection et les jeux en circulation à BANQ. Donc, évidemment, quand on lance une nouvelle collection, tout part de la définition d'un besoin. Hein, on peut le voir, le jeu de société prend de plus en plus sa place comme objet de culture. C'est des artistes engagés pour les illustrer, des scénarios qui démontrent souvent même une recherche historique. Il y a tout un travail pour créer un univers. Il y a tout un travail d'artiste derrière le jeu de société. Puis je considère que c'est notre rôle comme bibliothèque publique de les diffuser. Il y avait beaucoup de demandes de nos usagers de BANQ pour les jeux de société. Ils voyaient ce qui se faisait ailleurs.
Nous aussi, on regarde toujours ce qui se fait ailleurs dans les services offerts, tant au Québec, au Canada, à l'international. Toujours en fin de diversifier nos collections, répondre aux besoins des usagers. Fonds BNQ, on n'est pas les premiers à offrir ce service-là, ni au Québec. Je lèverai mon chapeau à tous ceux qui ont lancé ces collections-là avant nous. Et évidemment, ça nous a inspirés. Puis, comme à notre tour, on espère être capable d'en inspirer d'autres. Donc, je disais justement offrir des collections riches, inspirantes, diversifiées à nos usagers. On perçoit aussi une certaine mouvance, je dirais, dans les collections. On voit de plus en plus de collections dites non traditionnelles. C'est notre travail d'y réfléchir. Évidemment, on s'assurait que tout cadrait dans notre politique de développement de collection qu'on a à BNQ. C'est très important pour nous. Donc, le premier travail qui a été fait, justement, d'analyser tout ce qui se fait ailleurs, comment les autres bibliothèques fonctionnent. On est allé rencontrer Frontenac, j'ai travaillé à la ville de Laval, je sais ce qui se fait là-bas. Donc, comment ces bibliothèques-là fonctionnent pour le prêt, la circulation, la préparation matérielle, le traitement. Je pense que l'idée, c'est de s'inspirer des pratiques existantes afin de définir la nôtre. On n'offre pas un mode d'emploi tout près, mais plutôt des réflexions à avoir. On est une grande bibliothèque publique. Avec nous aujourd'hui, il y a des gens, des réseaux de bibliothèques, des petites bibliothèques, des bibliothèques universitaires. Donc, notre façon de faire est peut-être pas adaptée à votre réalité. Donc, c'est ce que nous avons fait. On a essayé de définir notre méthode en fonction de nos inspirations et de notre réalité. Définir les parties impliquées rapidement, notre direction, on a travaillé vraiment rapidement de concert avec les bibliothécaires, sélectionneurs ces étages, c'est eux qui font la sélection. Dans un deuxième temps, le service du Prince s'est joint à nos travaux pour tout ce qui est l'aspect de la circulation. On avait des rencontres régulières pour s'assurer que il y avait beaucoup d'éléments à réfléchir, à mettre en place. Pour s'assurer que tout le monde en fait soit en accord avec nos orientations. On était beaucoup en mode solution pour s'assurer vraiment du succès de l'implantation. Juste de notre direction, il y avait le bibliothécaire au développement de collection pour l'achat, les liens avec les sélectionneurs. Il y avait un bibliothécaire au traitement, Jean-François, le Cordeau, Ludwig et moi-même comme chef de service. Il y a 2 techs qui font le traitement et il y avait aussi des agents qui étaient impliqués dans la préparation matérielle. Puis quand on a monté la préparation matérielle, on trouvait ça important aussi d'avoir leur feedback là, sur comment on procédait. Donc, ils ont participé aussi. Donc, je pense qu'une nouvelle collection a nécessité une nouvelle approche parce que dès le début, on s'est rendu compte que si on approche une collection de jeux de société pour le prêt de la même façon que nos collections traditionnelles, c'était peut-être plus voué à l'échec. Je vais m'expliquer, en fait. Je trouve que les jeux, c'est une collection qui est vivante. On joue, il y a beaucoup de pièces, il y a des montages. Parfois, en bibliothèque, on a même peur d'acheter des livres qui se brisent facilement, qu'il y a des supports fragiles, des livres où on peut écrire dedans. Et nous avons eu la même réflexion parallèlement à une autre nouvelle collection qu'on a développée cette année, là, celle des fanzines, qui est une collection qui est des zines fanzines, qui est une collection aussi qui peut être vraiment fragile par son support, que parfois c'est juste des cartes, Fait que, comme je disais, les jeux, c'est avec des pièces, des montages. Fait qu'il faut dès le départ s'attendre à des bris, à des pertes de pièces. Si on a peur de cela, puis si on planifie pas le projet en conséquence, je pense qu'on est mieux de laisser tomber le projet. Il faut accepter de ne pas avoir le contrôle, je dirais, à 100% de la préservation de la collection. Ça a influencé, je pense, notre philosophie pour le projet. L'idée est d'essayer de trouver un équilibre là, entre le roulement de la collection avec des bris, des pertes, et d'un autre côté, essayer de tout faire ce que nous pouvions pour s'assurer que ça arrive en fait le moins possible. Évidemment, je parle surtout de tout faire en termes de circulation, de préparation matérielle. Donc, c'est de trouver l'équilibre. C'est un peu comme ça qu'on a approché le projet. Question budget, évidemment, on pense toujours au budget, fixer les quantités visitées pour débuter la collection, le nombre d'exemplaires souhaités pour commencer, mais aussi pour le développement des prochaines années. On a des cibles pour les prochaines années, donc des sommes récurrentes pour s'assurer de maintenir une collection en santé. On a commencé avec 400 jeux. On veut acquérir 400 jeux pour cette année et l'année prochaine aussi. On va s'ajuster ensuite en fonction de la popularité. Tout ça, évidemment, il faut tenir compte aussi du rachat, des cibles annuelles en fonction de nouveaux jeux, de nouveaux exemplaires de jeux qu'on a déjà,
mais aussi beaucoup pour les bris et les pertes. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment prévoir de ce côté-là. Il faut penser à la préparation matérielle. On va la voir tantôt, la pacification des boîtes, les sacs, les pièces de rechange et tout ça. Puis évidemment, tout le temps de personnel de traitement que ça a nécessité. On évaluait aussi la capacité d'absorption de notre équipe à préparer ces jeux-là. 400 jeux pour le lancement, ça n'a pas été si facile. Il y a eu beaucoup d'ajustements à faire, beaucoup de travail. Après ça, là, au fil du temps, la préparation va être de façon plus régulière. Évidemment, évaluer la capacité de notre fournisseur aussi à plastifier nos boîtes. Donc, c'est tous ces coûts-là qu'on avait en tête dès le début. Puis, pour finalement mettre les jeux en circulation. Donc, évidemment, nous voulions développer une collection pour le prêt. Nous avions déjà des jeux là, sur place. On avait plusieurs éléments à réfléchir pour la circulation de cette collection-là. Évidemment, tout ce qui a trait au prêt, donc définir les quantités maximum empruntables, la durée du prêt, le nombre de renouvellements, surtout si c'est différent des politiques actuelles, parce que si on veut un roulement, la limite de prêt et de durée, c'est important. Donc, nous, c'est 3 jeux à la fois pour le même nombre de durée, soit 21 jours. Et le renouvellement est possible, mais là, avec la popularité, les documents sont presque tous réservés, donc les jeux doivent revenir assez rapidement. Évidemment, on doit penser à l'affichage au cap, comment les repérer de ce côté-là. On a déterminé justement tous les éléments de description, indexation, de classification. On va le voir dans la présentation de Jean-François. Définir la préparation matérielle, ça aussi, ça a été beaucoup de travail en amont afin de s'assurer de la durabilité des jeux. On a fait plusieurs tests de préparation. Ça, Ludwig, de son côté, va nous le présenter tantôt. Définir ce que c'est un jeu abîmé, brisé, facturé. À BNQ, on ne charge pas pour des pièces manquantes, seulement si le jeu est vraiment injouable. Pour les pièces de rechange, on a même un coffre à pêche avec des pièces de rechange, des pièces génériques, des pièces plus spécifiques aussi. Un dé, par exemple, c'est un dé, donc on a juste à avoir des dés de rechange, puis voilà. Les jeux, oui, de notre côté aussi, sont en libre accès. Donc, oui, ils sont sur les rayons. Donc, théoriquement, un usager peut en prendre un, même jouer sur place. Je dis théoriquement parce qu'ils sont toujours en prêt, donc il n'y en a pas sur nos rayons actuellement. C'est un risque quand même de les laisser en libre accès, mais que nous, on était prêts à prendre ce risque-là. Puis nous n'avons pas nécessairement la structure, le personnel là, pour vraiment garder les jeux derrière un comptoir. Puis je reviens à l'idée vraiment de laisser vivre un peu la collection. Évidemment, comment le prêt se fait à nos comptoirs de service, qu'on recommande de ne pas rapporter enfin, on interdit de rapporter les jeux dans les chutes pour éviter le bris ou dans l'auto-retour. Au retour, on fait quand même quelques vérifications. C'est sûr qu'on ne peut pas compter toutes les pièces à chaque retour. Néanmoins, on regarde quand même l'état de chacun des jeux, puis on évalue aussi d'autres possibilités pour essayer de se valider au retour, dont notamment une balance, de peser les jeux. Donc, on est en test actuellement. Par exemple, on est capable de savoir en pesant un jeu qu'il manque même une carte. Une carte pèse à peu près 1 gramme. Donc, on est vraiment dans ces tests-là pour essayer d'améliorer la vérification des jeux au retour. Puis finalement, c'était vraiment beaucoup de communication avec les équipes, l'équipe de circulation de notre équipe. C'est très important là, de départ, d'établir des balises aussi quand les jeux au retour, quand il manque des pièces, quand il y a des changements, le lien qu'on fait avec l'équipe du traitement. Fait que voilà, moi, ça fait le tour de mon côté. Donc, je pourrais passer la parole à Jean-François pour la partie description, indexation et classification. Bon midi tout le monde. Donc, on va présenter quelques zones qui sont intéressantes pour nous pour les jeux. On ne fera pas un cours de catalogage ce midi, on va juste passer rapidement sur les zones qui nous intéressent. Ludwig. Donc, la première zone, la zone fixe, il ne faut pas oublier que c'est des jeux, ce n'est pas des livres. Donc, le code, c'est le G. Suivante. Dans les zones variables, le ISBN est rarement présent sur les boîtes. Par contre, le numéro d'éditeur est là, donc il faut l'indiquer. Et aussi, en sous-zone, il faut indiquer le nom de l'éditeur. C'est toujours marqué sur les boîtes.
Bon, pour la cote, ça, c'est un choix personnel. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Nous, ce qu'on a pris, c'est les 3 premières lettres du titre. Et ensuite, on a pris une version tronquée de la classification SR. Donc, pour le jeu Villainus, on prend les 3 premières lettres, VIL, et ensuite la version tronquée de SR, c'était un jeu de règles, et le 06, c'est pour le jeu de stratégie. Suivante. La classification SR, ça a été développé par une Québécoise il y a quelques années qui est malheureusement décédée, Mme Denise Garon. Le travail se poursuit avec Mme Rolande Filion. C'est un système qui est utilisé pour décrire les jeux et aussi les jouets. Donc, ça a un côté plutôt pédagogique, mais qui est quand même assez complexe. Donc, SR, vous le voyez, exercice symbolique, assemblage, règles. Suivante. C'est une classification qui est divisée en 6 facettes. Nous, on utilise seulement la première, c'est-à-dire le type de jeu. Vous voyez les autres. C'est peut-être plus utile pour nos collègues du collégial et universitaire s'ils veulent faire l'analyse des jeux qu'ils veulent étudier ou sûrement pas prêter, là, mais analyser. Suivante. Donc, pour les types de jeux, il y en a 12. Vous avez chacun des jeux qui sont présentés ici. Suivante. Donc, comme je vous disais, il y en a 12. Comme je vous disais, le jeu stratégie, nous, on utilise le R06, mais dans le fond, c'est le A406. Donc, si vous voulez plus de détails sur la classification SR, il y a le site Internet qui est très bien fait. Et il y a aussi le livre de Mme Filion, le système SR, pour analyser, classifier des jeux et aménager des espaces. Le site est souvent mis à jour, donc inquiétez-vous pas, il y a des mises à jour qui se font. Suivant. Donc là, vous avez un exemple de la classification SR pour le jeu Les Aventuriers du Rail. Donc, le type de jeu, c'est un jeu de stratégie. Après, vous pouvez mettre d'autres types de jeux d'association, jeux d'hasard. Et ensuite, vous avez chacune des facettes qui est analysée. Donc, pour une bibliothèque publique comme la nôtre, ce n'est pas intéressant de tout faire ça pour une cote. Comme je vous disais, pour le collégial, l'universitaire, c'est peut-être intéressant. Suivante. Un site qui est très intéressant pour trouver justement la classification SR, c'est le site Wikiludo. Donc, ce n'est pas juste pour la classification, vous avez toutes les informations. Vous avez le format Unimark, bon, c'est européen, mais vous avez toutes les informations, le format, l'âge, le nombre de joueurs. Et même à la fin, vous pouvez avoir les règles du jeu, des vidéos de YouTube, le résumé du jeu. Suivante. Donc, vous avez l'adresse ici. C'est facile à trouver. Il y a des mises à jour qui se font régulièrement. Suivante. Là, on va rentrer vraiment dans la description. La zone 300, description matérielle. Certains jeux, c'est pas complexe. Un jeu, 56 cartes dans une boîte de etc., etc. Par contre, le deuxième exemple, c'est plus complexe. On peut avoir beaucoup d'informations. Si vous ne voulez pas toutes les prendre, la troisième possibilité, c'est de marquer composantes diverses. Nous, on a choisi la deuxième, de tout décrire. Et Ludwig va vous le montrer plus loin. On a une fiche descriptive qui va dans la boîte qui est vraiment plus précise. Donc, des fois, vous avez 3-4 sortes de cartes. Au lieu d'indiquer toutes les cartes, vous indiquez le nombre, c'est tout. Même chose pour le nombre de pions. Au lieu de dire qu'il y a 8 pions de ci, 8 pions de ça, vous dites 8 plus 8, ça fait 16. Donc, c'est moins compliqué pour les usagers. Par contre, la fiche descriptive, elle va être très, très, très développée. Suivante. Bon, le type de contenu, il ne faut pas oublier, c'est des jeux, donc c'est une forme tridimensionnelle. Suivante. Pour les notes générales, c'est important, le nombre de joueurs, la durée, et on marque ici l'indice de classification, on marque celle qui est vraiment complète. Donc le A,
et le 406. On marque toujours un résumé. C'est intéressant pour les usagers. Dans certains sites, ils vont vous marquer aussi le déroulement de la partie, mais ça devient fastidieux de toujours écrire le principe du jeu. Le note sur le public cible, c'est important aussi. L'âge et surtout, nous, on marque débutant, intermédiaire ou expert. Vous avez ici une liste de sites qui peuvent vous aider à trouver justement le niveau de difficulté. Pour les niveaux de difficulté, nous, sur la cote, en dessous de la cote, Ludwig va vous le montrer tout à l'heure, on met des D, des sigles. Donc, 1D, c'est pour débutant, 2, c'est pour intermédiaire, 3D, c'est pour expert. Donc, vous avez, en un coup d'œil, vous avez la cote et vous avez le niveau de difficulté. C'est simple. Présentement, on voit certains jeux qui demandent de télécharger une application. L'application est gratuite. Une fois que vous l'avez téléchargée, il n'y a pas besoin d'avoir de connexion Internet. On a à peu près 4-5 depuis quelques temps de ces jeux-là. Les notes sur les prix décernés, c'est important. Il y en a, c'est indiqué sur les boîtes, donc on l'indique. Et aussi la note locale, est-ce que c'est un auteur québécois? Au-dessus de la cote, on met une fleur de lys pour indiquer que c'est un auteur québécois. Présentement, pour les vedettes matières, il n'y a rien qui nous permet d'en mettre. On attend, puis on regarde s'il va y avoir des développements, s'il y a des commentaires de nos utilisateurs, à savoir si ça vaudrait la peine de mettre des vedettes matières avec la subdivision jeux de société. Les termes d'indexation. Le premier qu'on met toujours en premier, c'est le jeu de société. Ensuite, le deuxième, c'est ce qui correspond à notre classification SR. Donc, est-ce que c'est un jeu de stratégie, c'est un jeu de questionnaire? Ensuite, on peut mettre d'autres types de jeux. Donc, si vous avez un jeu de cartes, un jeu de société, pour faire la différence entre un jeu de cartes ordinaire. Donc, vous pouvez en mettre 3, 4, mais il ne faut pas en mettre trop, sinon vous allez diluer vos termes d'indexation. Ensuite, la 856, nous, on travaille sur ce projet-là. Donc, on voudrait mettre un lien vers les règles. Il y a certains sites Internet qui mettent les règles sur Internet, donc on regarde pour voir si on peut le faire. Même chose pour une vidéo qui présente le jeu, donc le déroulement du jeu. On peut penser à YouTube. Et aussi les images numérisées des feuilles de pointage. Nous, on les enlève, on les plastifie. Par contre, on les a tous numérisés et un jour, on va peut-être mettre un lien qui nous permet d'avoir accès à ces images-là. Mais c'est une question de droit d'auteur, donc on travaille à ce projet-là. Et ceux qui ne sont pas au courant, toutes nos notices sont dans le service québécois de traitement documentaire. Donc, si vous voulez, vous pouvez les importer, vous pouvez les modifier, les mettre à votre goût. Merci Jean-François. Donc, je vais prendre le relais pour le volet préparation matérielle. Comme Patrick a bien introduit au départ, effectivement, c'est toujours là qu'il faut tenir compte de quelle est notre réalité, quels sont nos besoins. Effectivement, on a abordé la préparation matérielle des jeux avec un regard un peu différent de ce qu'on fait pour les livres, parce qu'effectivement, c'est sûr qu'à tôt ou tard, il y a des pièces qui vont être perdues. Dès le départ, on était au courant. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'empêche de développer une collection pour ça? On a fait le pari de quand même aller de l'avant. On va présenter brièvement qu'est-ce que nous, on a choisi pour débuter le projet en tenant compte de notre réalité, de nos publics et de nos installations aussi. Évidemment, vous allez tous avoir tous ceux de toute bibliothèque qui veut lancer une collection de jeux devra faire cette analyse-là en fonction de ses besoins et de ses choix.
Donc, on a fait le choix de faire une classification des boîtiers. L'idée étant d'essayer de garder les boîtiers attrayants le plus longtemps possible. Donc, une classification avec un double velcro pour maintenir les boîtes fermées. L'idée étant, encore une fois, que si quelqu'un emprunte un jeu, ben, pour lui éviter la mauvaise surprise que le boîtier s'ouvre dans son sac à dos ou à un moment inapproprié. Les boîtiers, les velcros qu'on a choisis, et lorsqu'ils sont neufs, ils sont quand même assez serrés, donc ça amène un petit défi, mais on voit que déjà avec le temps, ils tendent à être de plus en plus souples. Donc, nous, on a fait le choix de poser la cote de classement sur le côté. Parce que dans le fond, les jeux sont rangés un peu comme des livres en rayon. C'est sûr que dans d'autres institutions, il y a des gens qui vont préférer faire une présentation de face. À ce moment-là, on aurait choisi de mettre la cote sur le devant, mais nous, c'est vraiment sur le dos. Puis, comme Jean-François a expliqué, on a fait le choix d'avoir un système visuel qui permet visuellement aux gens d'identifier des jeux qui sont plus faciles, intermédiaires ou avancé, donc un système à 3D. Juste pour illustrer à partir d'un exemple, donc ici pour le jeu Écosphère, donc ça fait que le dessus du boîtier est relativement libre d'identification, hormis l'étiquette qu'on a mis justement, comme disait Patrick, nous, un des paris qu'on a fait, c'est qu'on ne veut pas que les documents soient remis ni dans les chutes à documents, ni dans les systèmes d'auto-retour. Puis aussi, c'est qu'en remettant les jeux en main propre au comptoir, on pense que ça va aider les gens peut-être à être un peu plus responsables au niveau du contrôle des pièces au retour. Donc, on voit aussi sur le dos, sur la deuxième photo, on voit le dos d'un document. Donc, vous pouvez apercevoir ici des velcro. Puis, on voit aussi la cote qui est apposée ici. Et ici, la présence de 2D. Donc, ça nous dit que c'est un jeu de type intermédiaire, de niveau intermédiaire. Donc, pour les pièces, parce que dans le fond, il y a des jeux qui sont très simples, il y a des jeux qui sont extrêmement sophistiqués au niveau du détail des pièces. Donc, pour aider un petit peu les gens, autant le public que les gens qui vont être affairés au retour à vérifier les pièces, à faire la part des choses, le choix qu'on a pris, c'est de transférer les pièces dans des sacs transparents de différentes tailles, selon il y a les petits, des grands sacs. Pardon. Donc, dans un boîtier typique, tous les supports de plastique dans lesquels les pièces sont déjà placées au départ sont retirés, puis on les place plutôt dans des sacs. Évidemment, il faut faire attention parce que dans certains boîtiers, l'espace est vraiment très serré, donc on ne s'amuse pas à multiplier les sacs là, plus qu'il n'en est requis parce qu'on pourrait des fois excéder l'espace qui est disponible. Donc, après ça, on produit des listes de pièces qui sont détaillées, que l'on imprime et que l'on appose à l'intérieur des boîtiers. Évidemment, pour les pièces de remplacement, il faut être conscient que tôt ou tard, il y a des pièces qui vont être perdues. Donc, on a commencé à se constituer un petit coffre de pièces génériques qui pourront être utilisées. On garde aussi, ça arrive aussi à l'occasion que quand on acquiert des jeux, des fois, ils sont livrés avec des pièces excédentaires, on les conserve toujours précieusement. Puis aussi, à chaque fois qu'un jeu est retiré parce qu'il est abîmé, il ne peut pas être remplacé, on va toujours garder les pièces de côté à cet égard-là. Donc, dans nos chaînes de travail, la première étape, la personne c'est Jean-François chez nous, mais qui fait la première analyse, dans le fond, une fois qu'elle a ouvert la boîte de jeu, fait l'exercice analytique de rassembler les pièces selon une présentation qui est logique. Donc, ici, ce jeu-là, par exemple, a été déjà éclaté en 5 sacs différents. Il y a une liste détaillée de pièces qui est produite. Puis après ça, à l'étape de la préparation matérielle, c'est là que la finalisation se fait comme ici. La liste pour Écosphère, voilà ce que la boîte contient. Ici, on voit que c'est séparé en seulement 2 sacs, donc un sac A, un sac B. Les sacs, on les identifie au moyen de lettres, d'un A, B, C, D, E, etc. On a le rappel du numéro de document qu'on affiche sur chaque sac.
on trouvait que c'était un effort trop grand d'identifier les pièces, donc les cartes individuellement. Par contre, là, on veut au moins identifier les sacs, ce qui fait que si jamais, par exemple, des gens jouent sur place, on peut savoir si un sac a été oublié, on peut savoir à quel document, avec quel document ce sac-là était associé. De manière générale, donc dans la majorité des cas, on conserve les boîtiers d'origine. Il y a quelques cas pour lesquels on remplace les boîtiers eux-mêmes. Il y a évidemment toutes sortes, il y a des emboîtages qui sont irréguliers, donc des choses qui ne se présentent pas dans des boîtes, dans le fond. Nous, comme justement, c'est une présentation sur des rayons. C'est facilité par des boîtes de type rectangulaire ou carré, là. Donc, puis il y a aussi des boîtiers métalliques, les boîtiers métallisés, un peu comme Double ou Anabi. On a fait le choix de les transférer dans des boîtiers en carton, parce que dans certains cas, il peut y avoir des interférences avec les appareils RFID. Donc, on fait le choix de les transférer. Donc, on a acquis certains types de boîtes de carton. Donc, il y a deux formats là, qui servent les plus souvent. Donc, on donne ici les formats en métrique. Évidemment, on a acquis des boîtes à partir de fournisseurs de papeterie. Ce pas des boîtes spéciales, c'est juste que c'est des boîtes qui correspondent à nos besoins. Évidemment, cette portion-là demande un peu de bricolage de la part de nos agents parce que dans ces cas-là, c'est quand même un peu plus compliqué parce qu'il faut numériser les éléments qui sont illustratifs puis les reproduire sur les boîtes qui vont servir pour héberger les jeux. Donc, ici, un exemple, justement, de boîtier dit régulier. Donc, le sac de chips, ce jeu-là, il est vraiment livré dans un sac de chips. Donc, nous, on a décidé, plus qu'il a été sélectionné, on a décidé de le transférer dans une boîte de carton de ce type-là pour une plus grande facilité. Donc, à ce moment-là, on va prendre une image de ce qui est possible de prendre. Puis on ne réussira probablement pas à couvrir l'entièreté du boîtier de carton, mais au moins, ça va reproduire une bonne partie du visuel. Puis les gens qui l'auraient identifié, ce jeu-là, en boutique ou quoi que ce soit, vont être capables de le reconnaître avec facilité. Donc, bon, pour les pièces supplémentaires, comme je disais, c'est bien de prévoir que tôt ou tard, vous allez perdre des pièces. Donc, il y a certains fournisseurs qui peuvent vous en fournir. Donc, on en a mis quelques exemples ici. Évidemment, une chose qui est très intéressante, c'est que si vous avez accès à une imprimante 3D, c'est bon de savoir qu'il est possible de reproduire certaines pièces qui seraient très typiques, puis indispensables et impossibles à retrouver. Donc, c'est une option qui peut être utilisée au besoin. On avait parlé brièvement des feuillets de pointage. Ça, bien entendu, c'est quelque chose qui, même si quand vous achetez un jeu, souvent les livrets sont assez garnis, mais dans un contexte de prêt, dans une collection, c'est sûr que tôt ou tard, c'est un problème qui va se manifester. Donc, nous, ce qu'on a décidé de mettre en place pour le lancement, c'est de faire une plastification d'un boîtier double face en plastique et de mettre dans la boîte, dans tous les cas où c'est possible, par le format, un crayon réinscriptible. Donc, les feuillets originaux sont conservés à part, puis au besoin, on pourra reproduire d'autres feuillets du même genre. Comme Jean-François disait, on étudie la possibilité aussi d'éventuellement peut-être mettre un lien direct vers une version numérisée des livrets. Donc, si jamais les gens voulaient par eux-mêmes imprimer les feuillets, ça pourrait être une option qui pourrait être envisagée. Les livrets de règlement, de manière générale, lorsqu'ils tiennent sur une seule feuille, on les plastifie. Donc, ils sont mis dans le boîtier plastifié. Dans les cas où les livrets de règlement se présentent sous forme d'un livret, justement, donc il y a plusieurs feuilles. À ce moment-là, on va faire un renfort au niveau du dos, là, généralement avec du gilard, juste pour solidifier un petit peu. Donc, ce qui est intéressant de savoir aussi que la plupart des fabricants aussi donnent des accès en ligne à leur livret de règlement. Donc, Patrick, je ne sais pas si tu es prêt à prendre le relais.
Oui, ben en fait, simplement pour conclure rapidement, c'est sûr que tout le monde se demande à quel point ça roule sans voir des statistiques de roulement proprement dit. Comme je dis, à peu près les 400 jeux sont toujours en roulement. Il y a beaucoup de réservations dessus. Et effectivement, dès qu'il y a des jeux qui sont de retour, on en a quelques fois quand on descend nos ascenseurs, on en voit. Ça dure jamais longtemps, donc on peut vraiment parler justement d'un succès de l'expérience. C'est sûr qu'il est encore trop tôt. Quand on présente des projets comme ça, je pense que ce qui peut intéresser aussi des gens, c'est des choses qu'on aurait fait, par exemple, différemment et tout ça. Il est encore trop tôt pour tirer des bilans. On est encore vraiment aux ajustements. Là, on commence à avoir les premiers jeux où il y a des pertes de pièces, les premiers jeux où un plateau a déchiré un peu, les premiers jeux ou même des rabats. Comme on a parlé des rabats, mais on en a quelques-uns, justement, les usagers ont peut-être plus forcé. Donc, les rabats ont déchiré. Donc, on est encore au premier pas de la collection, on l'a lancé avant Noël. Donc, ça fait quelques mois. On est encore en ajustement, mais grosso modo, on est vraiment content de la façon dont on l'a préparé, de la façon que ça va actuellement. Puis, voilà. Donc, je pense que, retour sur l'expérience, comme je dis, évidemment, il y a peut-être la nouveauté qu'on voulait voir, c'est voir si on est capable de peser les jeux. Ça aussi, on s'est inspiré de ce qui se faisait ailleurs pour s'assurer justement dans le retour qu'il manque le moins de pièces possible sans avoir à systématiquement compter chacune des pièces. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train d'évaluer actuellement, de faire des tests. Donc, voilà. Puis, lecture subséquente, supplémentaire. Aussi, il va y avoir une période de questions qui va suivre. Si, à la suite de la période de questions, il y a des choses qui éventuellement vous reviennent, vous pouvez communiquer avec l'adresse de la section de la Fédération. Je ferai suivre à Patrick et à Jean-François les questions, sans aucun problème. Un gros merci pour la présentation. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions, cris du cœur, commentaires? On a un cœur. Dans le chat non plus, il n'y avait pas de... Je n'ai pas vu de questions passer. Ah, il y a une question de Manon Dufresne. Allez-y, Manon. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, ma question est suivante. Vous n'avez pas fait des statistiques détaillées. Est-ce que vous avez remarqué des nouveaux usagers qui venaient, entre autres, attirés par le prêt de jeu? En fait, on n'a pas noté nécessairement des nouveaux usagers. Par contre, comme je mentionnais au début, on avait vraiment une demande des usagers pour vraiment l'emprunt de jeux de société. Fait que c'était vraiment une collection qui était très attendue. Fait que c'est assez difficile de faire la distinction, avoir des nouveaux abonnés, vraiment des gens qui sont venus cibler des jeux, mais on sait que c'est une collection qui était très attendue de ce côté-là. Donc, puis pour la plupart des jeux, ça reste quand même des prêts là, de 21 jours. Comme je disais, avec les réservations, vu que les documents sont réservés rapidement, les gens les rapportent au bout de 21 jours. Donc, il y a un roulement qui est quand même très intéressant de ce côté-là. Merci. En tout cas, nous autres, de notre côté, à la Malbaie, il y a vraiment aussi une circulation correcte pour notre grosseur de municipalité. Puis, on ne peut pas dire qu'on a eu vraiment beaucoup de pertes ni de bris. Alors, voilà. Nous, on ne plastifie pas les boîtes. D'accord. Merci du partage. Il y avait une question, il y avait une main levée, mais il y en a une autre avant dans le chat de est-ce que vous facturez les remplacements? Comme je disais un peu en présentation, c'est vraiment dans un cas où le jeu est vraiment abîmé, par exemple, un dégât de café sur le plateau, sur les cartons, etc. Le jeu est vraiment plus jouable dans son entièreté, mais on ne facture pas pour des pertes de pièces, tout ça. Comme je dis, on est conscient que ça peut arriver. C'est sûr qu'on a essayé de préparer le jeu pour que ce soit le plus clair possible avec les sacs, que ce soit bien identifié. On essaie de faire confiance justement à l'usager.
Jusqu'à maintenant, ça va très bien. On va le voir aussi au fil du temps. Mais donc, on facture vraiment si le jeu est vraiment injouable et vraiment abîmé là, de façon significative. Là. D'accord. On avait aussi, peut-être Luc Lepage, si tu vas aller avec ta question. Oui, bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Dans le fond, moi, je travaille à la ville de Terrebonne. On a mis en circulation depuis Noël, ça fait un petit peu plus qu'un an qu'on a mis en circulation les jeux de société justement à la ville de Terrebonne. Puis on a fait sensiblement certains choix comme vous au niveau de la classification, de la préparation matérielle. J'étais curieux de savoir, j'ai plusieurs questions, là. J'ai vu au niveau, Ludwig, les velcro, les doubles velcro. Est-ce que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de la boîte, donc entre le fond et le couvert, ou c'est comme une bande qui emballe? C'est une balle qui est vraiment extérieure, c'est une bande qui est en balle. Puis aussi, l'avantage, c'est que comme on fait les plastifications avant, le velcro est posé par-dessus. Okay. Ça va être plus facile de remplacer le velcro dans les cas qui va avoir été remplacé parce que l'impression qu'on a jusqu'à maintenant, c'est possiblement le velcro qui risque d'être le maillon faible, peut-être, des emboîtages après pour les jeux qui circuleront plus. Là. OK. Puis au niveau, je reviens sur la facturation. On parlait qu'il y a a priori pas de facturation pour des pièces perdues. Nous, à Terrebonne, on a fait le choix pour s'assurer du retour de ces pièces-là, même quand c'était générique, de motiver les gens à les ramener, de faire une facturation. Comme ça, il y a une raison supplémentaire de la ramener. Autant aussi inintéressant que ça peut être, ça reste un motif. Mais au niveau des jeux qui sont plus justement jouables. Avec la technicienne, on travaille pour identifier ce qui est essentiel au jeu, ce que les règles vont nous dire que ça, c'est essentiel. Est-ce que dans ce cas-là, au-delà du dégât de café ou peu importe qu'on peut trouver dans le jeu, est-ce que vous pourriez décider pour un jeu qui a des pièces qui sont manquantes, qui étaient essentielles, que vous pourriez facturer, ou c'était dans ce cas-là vraiment, on va l'assumer pour nous, puis on va juste garder la résultante comme pièce de rechange pour notre futur achat? C'est-tu le choix que vous avez fait? Je te dirais pour le moment, oui, c'est le choix qu'on a fait. OK, parfait. Évidemment, tu sais, on parle de pièces importantes. C'est sûr, si quelqu'un ramène le jeu puis le tableau, la table, le jeu en tant que tel est manquant, évidemment, on facturerait. Mais tu sais, la distinction n'est pas toujours évidente, justement, des pièces qui sont absolument nécessaires pour un jeu. On a travaillé quand même beaucoup là-dessus. Puis c'est sûr que nous, de la façon dont on fonctionne, c'est vraiment aussi la communication entre les étages, entre l'équipe du prêt qui s'occupe aussi du retour du document. Pour avoir une communication avec nous, s'assurer justement que le jeu est toujours jouable, est-ce qu'on le laisse en circulation, quelles pièces on est capable de remplacer. Comme je dis, on est en train vraiment de se monter un coffre où il y a des pièces génériques, mais aussi on a des pièces spécifiques qu'on a même commandé des extras chez certains fournisseurs. Certains pions, par exemple, avec Jean-François, on a fait du magasinage, des petites pièces en bois, etc. Non, on a acheté quand même beaucoup pour essayer justement de pas faire attendre non plus les usagers. Comme je dis, les jeux sont vraiment en circulation. Donc, si un jeu est retourné, il est déjà réservé, il manque une pièce, il manque un dé, donc on est capable de les remplacer rapidement puis de remettre le jeu en circulation. OK, excellent. Merci. Je m'excuse de prendre tout le temps là, de tout le monde, excusez-moi. Alors, Jean-François, juste pour dire que nous, à Terrebonne, on a systématiquement numérisé, on partage les images des jeux, là, les boîtes, dans le fond. Le client peut voir ça. Malheureusement, ce n'est pas visible directement sur le portail. Il faut vraiment aller à la notice. Et on a aussi numérisé les règles qui sont accessibles sur le web. Donc, quelqu'un qui regarde à distance peut aller chercher les règles pour voir si c'est un jeu qui se prête à ça. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Puis, question Spring pour vous, un jeu qui annonce pas de maximum de joueurs. J'ai vu des jeux là, que ça pouvait jouer jusqu'à 100 personnes. Comment est-ce que vous le décrivez dans ce cas-là, il y avait c'était avec des feuilles de pointage. Là. Je ne vais pas plastifier 100 feuilles de pointage, mais mettre 100 crayons effaçables. Est-ce que vous vous êtes donné un maximum dans ces cas-là? Est-ce que vous l'avez rencontré, cette situation-là? Pas encore.
Pas encore. OK, je vous dirai c'est quoi le titre. Ben, merci beaucoup. Ben, puis, on avait. peut-être juste pour répondre à la question aussi des feuillets. Moi, j'ai demandé un avis juridique de ce côté-là parce que il y a certains jeux, justement, ou même les feuilles de pointage, par exemple, c'est le jeu en tant que tel. Puis, je me souviens plus c'était quoi le titre, Jean-François, qu'on avait en particulier. Il y en avait un que c'est seulement ça, les saisons, là. Je pense que c'est Arboretum, si ma mémoire est bonne. Quelque chose comme ça. Donc, c'est ça, il y a une question de droit, puis aussi le fait de réutiliser sans fin les feuilles, que le jeu, normalement, il y a une certaine durée, vu que il y a un nombre de feuilles calculé dans chaque boîte. Donc, on voulait s'assurer que légalement, on était OK de le faire. Fait que c'est ça que j'attends de notre côté, mais pour aller de l'avant, autant pour justement les règlements en ligne et les feuilles de pointage. D'accord. On avait des questions dans le chat supplémentaire. Il y en avait entre autres 3 là, de Amélie Vigra. Elle se demandait si les gens rapportent les jeux bien organisés dans leur sac ou plutôt comme en vrac. C'est sûr que jusqu'à maintenant, les commentaires qu'on a eus du côté de l'équipe de circulation, c'est qu'effectivement, des fois, les gens mélangent le contenu des sacs. C'est des choses qu'on s'y attendait, ça va arriver à l'occasion, mais je pense que jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de problème grave. D'accord. Elle se demandait aussi si le classement, il aurait pu inclure des informations telles que les regrouper par durée de jeu, clientèle visée, âge et niveau de joueur, mécanique de jeu, etc. Oui, ça aurait pu. En fait, là, c'est sûr que nous, on commence avec une collection qui est relativement modeste, aussi en termes de quantité, comme 400, c'est beaucoup, puis c'est pas beaucoup à la fois. Donc, plus que les collections grandissent en termes d'ampleur, les collections sont plus volumineuses. Là, ça peut être intéressant d'avoir des facteurs de sous-prix plus fins. Mais pour l'instant, on est resté vraiment à un niveau plus simple là, pour que ce soit. De toute façon, comme jusqu'à maintenant, comme disait Patrick, les jeux, les gens doivent les réserver dans le plupart des cas parce qu'ils sont à peu près jamais sur les tablettes. Oui. D'accord. Puis elle avait une dernière question, mais il y avait un lien à suivre, fait que je vous laisserai peut-être, si vous voulez, aller prendre connaissance dans le chat, suivre le lien. C'est quoi le lien? C'est comme votre opinion, un article de la presse, d'actualité. Mais sinon, en attendant, si vous voulez consulter un de vous, un autre peut répondre à combien de temps en moyenne la préparation matérielle pour un jeu? Ça peut être assez long, ça dépend des jeux. C'est pas rare que ça dépasse 1 heure là, de préparation matérielle pour certains jeux. Fait que c'est sûr que c'est très variable. Il y en a qui sont très faciles. Il y a des jeux surtout dans les jeux de cartes, il y en a qui sont assez simples, mais il y a des cas là, comme préparer Wingspan, c'est plus long que préparer Anabi. Mais oui, effectivement. Fait que c'est ça. Au niveau de la préparation matérielle, du temps de préparation matérielle, c'est sûr que il faut être conscient que ça va être beaucoup plus long par document que pour une collection de livres. Oui, merci. Une personne se demandait si votre présentation PowerPoint, elle serait disponible là. Le PowerPoint lui-même, je ne pense pas qu'il soit intéressant, mais par contre, l'enregistrement, le PowerPoint et aussi les commentaires devront être disponibles éventuellement. Donc, on va connaître les modalités. OK, parfait. Sinon, il y avait une personne qui se demandait sur les bandes de velcro, sont fabriquées maison? Si oui, sinon, est-ce qu'on pourrait avoir un visuel du produit? T'en as-tu un sous la main, Jean-François? J'en ai pas ici. Je vais vérifier. Oui, parce que c'est un produit du commerce. Là. OK. En fait, oui, on les fait, pour le moment, on les fait fabriquer en même temps qu'on fait la planification. Comme dit, nous, on a fait le choix de le faire à l'externe. Par contre, on a commencé à faire le remplacement de quelques rabats, là, comme je disais, qu'il y avait eu des bris. On a commencé à les faire nous-mêmes à l'interne. Et on risque possiblement de continuer vers cette avenue-là pour l'ensemble des rabats qu'on va faire pour les jeux futurs. Donc, je dirais que oui, on travaille vraiment à les faire nous-mêmes pour
pour le reste du projet. Non, je n'ai pas d'exemple, Louis. Ouais, bon. Pas à m'apporter. Je vais regarder, je pense que j'en ai un près de moi. Je vais décider. On peut prendre une prochaine question, je vais essayer de voir si j'en ai un. En fait, on avait fait le tour. On avait fait le tour des questions. Alors, si ça fait le tour, on pourrait entamer la deuxième partie. Il y a Linda qui présentait un exemple, là. Elle a montré à sa caméra si... Oui, ici, j'ai retrouvé ici, j'en ai un peu. Je ne sais pas si ça va être quoi le rendu de la caméra, mais quand on regarde un petit peu, c'est un velcro de ce type-là qui vient s'ajouter par-dessus. Donc, c'est vraiment. Bon, ton image est floutée. Hein? Oui, c'est pas idéal. Ah oui, c'est vrai, c'est à cause de mes paramètres Zoom. Fait que c'est ça, fait qu'on ne voit pas extrêmement bien, mais c'est vraiment comme ça, puis il est collé par-dessus. Donc, ça marche quand même assez bien. C'est souple, c'est assez facile à installer, comme disait Patrick, dans le fond. Et, originalement, on les faisait installer par notre contrat de classification, puis on va probablement pour la suite les faire nous-mêmes dans l'intérieur de notre équipe. Parfait. Amélie Bigra a levé la main. La question. Merci de me permettre de relancer ma question par rapport à l'article de la presse qui était en lien avec l'Office québécoise de la France. J'ai plus devant moi parce que c'est fait exprès. L'Office québécois de la langue française qui sont en train de se positionner en lien avec le jeu de société parce qu'effectivement, les boutiques de jeux de société qui sont québécoises ou ailleurs dans le monde, mais ils ne produisent pas nécessairement les jeux de façon toujours bilingue. Les règles sont pas toujours traduites. Les jeux sont des fois seulement en langue anglaise. Est-ce que dans votre politique de développement des collections, vous vous êtes positionné ou questionné par rapport à est-ce qu'on accorde seulement les jeux qui sont disponibles uniquement en français ou au moins tu peux avoir la possibilité d'avoir en français? Est-ce que dans vos acquisitions, est-ce que vous êtes prêt à acheter en Ontario ou parce que des fois ils disent que si on devait acheter uniquement dans les boutiques québécoises, ils voudraient empêcher les boutiques québécoises de vendre des articles de jeux de société qui sont uniquement en langue anglaise. Qu'on ait seulement ceux qui sont traduits, mais on sait très bien que la majorité des jeux sont pas nécessairement disponibles en langue française. Donc, de notre côté, on en a beaucoup pour le moment. On développe une collection qui est exclusivement en français. Donc, c'est un choix aussi qu'on a de notre côté. Ça ne veut pas dire qu'on ne développera jamais ou qu'on n'aura pas des jeux en anglais, mais pour le moment, on fait notre sélection des jeux qui sont disponibles en français. On avait une dernière question. Dans quelle boutique est-ce que vous procurez le fameux velcro? Ça, c'est plus, en fait, c'est avec un appel d'offres qu'on a, avec un contrat qui fait toute la plastification, donc je ne parlerai pas, mais explicitement c'est qui, mais en fait, c'est faisable par des fournisseurs de plastification, par exemple, et tout ça. Puis comme je dis, souvent, on a déjà du matériel pour faire de la reliure, etc. Là, si je me trompe pas, nous, c'est avec un espèce de gilard là, qu'on le fait, là. Donc, avec les tests qu'on a fait, mais c'est assez simple là, à faire de ce côté-là. Donc voilà, sinon n'importe quel fournisseur de reliure de plastification là, pourrait vous en faire. D'accord, merci. Merci tout le monde. J'ai de l'air d'être la méchante qui coupe le temps, mais on voulait garder du temps parce que c'est important de continuer à avoir de l'implication dans le comité. On parle entre autres de traitement de jeux de société, mais de plein d'autres aspects qui touchent le traitement intellectuel et physique des documents. Puis, donc, on aurait besoin de garder un petit 15 minutes avec vous pour faire une période d'élection pour 3 membres au sein du comité exécutif de la section. Ça peut être, vous pouvez occuper toutes sortes de fonctions. Si vous n'êtes pas obligé d'être bibliothécaire, les techniciens de documentation sont les bienvenus. Ceux qui ont un poste à préparation matérielle, ça peut être un poste de gestionnaire. Puis aussi, n'importe quel milieu, tout le monde est bienvenu. Alors, Ludwig, est-ce que je te laisse continuer pour procéder?
Merci. Donc, merci à tout le monde. Donc, ceux qui ne sont pas intéressés, qui ne veulent pas poursuivre avec cette portion-là, merci de votre présence. Dans le fond, merci à Patrick Jean-François pour votre présentation. Je pense que n'hésitez pas s'il y a des questions qui vous viennent subséquemment. Dans le fond, on va éventuellement se partager l'enregistrement de la présentation. Puis, vous avez à l'intérieur des liens utiles ainsi que l'adresse pour communiquer avec la section FMD TDM.